L'or est un métal fascinant. C'est une matière inaltérable qui a l'éclat du soleil. Mais le métal jaune excite la convoitise et provoque une fièvre qui a conduit à bien des folies dans l'histoire. D'où vient l'or? Où le trouve-t-on? Quel rôle joue-t-il dans l'histoire de l'humanité? Et quel ravage la soif de l'or a-t-elle causé? De nos jours encore, le précieux métal intrigue de nombreux chercheurs. Certains ont même rêvé d'en produire. Que n'a-t-on pas fait pour étancher notre soif d'or? Nous sommes en Égypte, en 1922. Le soleil se couche lorsque Howard Carter descend les marches qui mènent à l'entrée d'une sépulture de la vallée des rois. Il pratique une ouverture dans la tombe, scellée depuis 3200 ans. La main tremblante, il avance une bougie. « Que voyez-vous » entend-il derrière lui. « Des merveilles » répond-il. Howard Carter vient d'ouvrir la tombe de Toutankhamon. Ce sera l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Howard Carter connaissait parfaitement les rouages du journalisme. Il savait mettre en scène ses découvertes et orienter le travail des journalistes. Il avait un énorme besoin de se mettre en valeur. La célèbre vallée des rois est située près de Luxor. C'est une nécropole de l'Égypte antique. Le tombeau du pharaon Toutankhamon renferme un trésor sans équivalent. L'Anglais Howard Carter n'a pas étudié les sciences de l'Antiquité. Il a commencé sa carrière comme simple dessinateur au service d'un égyptologue. Des décennies plus tard, il fait cette découverte sensationnelle qui lui a coûté des années de recherche. Beaucoup rêvent encore aujourd'hui de trouver une chambre funéraire intacte. Quel mal on se donne pour en découvrir encore une dans les pyramides ou la vallée des rois. C'est extraordinaire, la masse d'objets de valeur qu'on a trouvés dans le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, ce n'était pas un grand roi. Ces objets nous donnent à voir un monde disparu dans sa matérialité. Lorsqu'on découvre sa tombe, Toutankhamon est quasiment inconnu. Howard Carter et son équipe vont exhumer près de 5000 objets. La découverte de cette tombe a fait sensation il y a un siècle. La richesse du mobilier funéraire est très impressionnante. Le masque funéraire de Toutankhamon est réalisé à partir de 11 kilos d'or massif. Le poids de ce masque est très étonnant. On aurait très bien pu le fabriquer avec moins d'or. Mais visiblement, il y avait de l'or disponible à cette époque en Égypte. Et on en a utilisé pour ce souverain. Il y avait des gisements d'or en Égypte et dans les royaumes voisins. Les Égyptiens disposaient d'or en quantité. Ils accordaient autant de valeur au métal en soi qu'à sa couleur. Ça comptait autant. L'or représente la chair des dieux. D'autres couleurs ont aussi une valeur symbolique importante. Ce n'est pas par hasard si on a utilisé de l'or pour la peau et du lapis lazuli ou du verre bleu pour la barbe dans le masque funéraire de Toutankhamon. Ces matériaux ont été choisis avec beaucoup de soin. Avec les bijoux des Égyptiens, on a l'impression, comme ils font des oraliers pour utiliser les couleurs des alliages, on a l'impression qu'on recherche plus un effet esthétique de grande qualité
que la matière première. On est loin d'avoir percé tous les secrets du trésor inestimable de Toutankhamon. Cette tombe est très connue du grand public. Elle symbolise l'Égypte antique à elle seule. Et pourtant, aussi étonnant que cela paraisse, certains objets qu'on y a trouvés n'ont encore jamais été présentés au public. De nombreuses pièces attendent encore d'être restaurées. Au centre Leibniz d'archéologie de Mayence, Christian Ekman cherche à comprendre la fonction de ces plaques d'or dans l'Égypte antique. On a tendance à penser que plus un objet contient d'or, plus il est précieux. C'est souvent vrai, y compris dans l'Antiquité. Mais c'était la valeur symbolique de l'or qui primait. Pour les Égyptiens, ce qui comptait, c'était moins la quantité d'or que sa symbolique. Certaines cultures anciennes considéraient l'or comme un cadeau du ciel. De fait, le métal jaune est vraisemblablement issu de la collision de deux étoiles à neutrons. Il a été bombardé sur la Terre il y a 4,6 milliards d'années environ, alors que notre planète était encore en formation. C'était un amas incandescent. Du fait de sa densité élevée, l'or s'est concentré dans le noyau terrestre. Plus tard, des fluides chauds issus du manteau l'ont fait remonter vers la surface. En refroidissant, le métal jaune a cristallisé. Il a fallu des millions d'années pour que des filons se forment et que des particules d'or issues de l'érosion fluviale se déposent dans le lit des cours d'eau. Les premiers hommes qui se sont intéressés à l'or ont dû voir quelque chose briller dans l'eau. Ils se sont baissés pour ramasser ces paillettes, ils les ont trouvées magnifiques et ils en ont cherché d'autres. Ce sont les propriétés physiques de l'or qui expliquent sa place dans les sociétés humaines. C'est un métal unique qui vient de la Terre, qui brille tout de suite et qui ne s'altère pas. L'argent peut subir une corrosion. Le cuivre se couvre d'une couche verte. Beaucoup de métaux s'altèrent, mais pas l'or, ou très peu. Donc on peut l'utiliser quand on veut qu'une chose devienne impérissable. Symbole d'éternité, le métal jaune représente aussi la richesse. Il est présent dans la mythologie grecque. Jason est le fils d'un roi détrôné par un usurpateur. Ce dernier promet de laisser le trône à Jason s'il lui rapporte la peau d'un bélier merveilleux, la toison d'or. C'est l'expédition des Argonautes. Lorsque Jason se présente à la cour de Colchide, la fille du roi s'éprend de lui. Médée est magicienne et elle met ses dons au service de Jason pour qu'il remporte la toison d'or. Ce récit de la toison d'or est intéressant parce qu'il renvoie à une technique d'orpaillage utilisée en Colchide. On plaçait une peau de mouton dans les rivières, les paillettes d'or contenues dans les alluvions s'accrochaient à la toison, et ensuite on lavait la toison pour récupérer les paillettes. C'est une technique primitive très laborieuse. Il est bien possible qu'elle soit à l'origine du mythe de la toison d'or. Le mythe de la toison d'or a un fond réaliste. C'est l'un des premiers récits qui évoque l'orpaillage. Jason remporte la toison d'or et, emmenant Médée, il quitte la Colchide située dans l'actuelle Géorgie, au bord de la mer Noire. La Colchide correspond en gros à l'ouest de l'actuelle Géorgie. Le Caucase était une région célèbre pour ses métaux. Ce n'est pas le récit de la toison d'or qui nous l'apprend. Tout le monde connaît le mythe de Prométhée, condamné par Zeus à être enchaîné sur la montagne parce qu'il a dérobé le feu. On peut imaginer que Prométhée était un métallurgiste qui possédait des connaissances particulières. Or, les anciens situaient ce récit dans le Caucase. Prométhée déroba le feu dans le ciel et le transmit à l'humanité. Peut-être lui enseigna-t-il aussi les secrets de la métallurgie. Zeus le condamna à être enchaîné sur les montagnes du Caucase, où chaque jour un aigle venait lui dévorer le foie qui repoussait sans cesse.
Il semblerait que le mythe de l'or géorgien trouve son origine non pas dans l'ouest du pays, mais peut-être plutôt ici, dans le sud-est, où on a commencé très tôt à extraire de l'or des rivières et des mines. Les chaînes de montagnes du Caucase abritent les plus grands gisements de minerais de l'Antiquité, et en particulier des gisements aurifères. Thomas Stollner et son équipe se sont appuyés sur de nombreux récits mythologiques pour chercher d'anciens sites de production d'or dans la chaîne du Petit Caucase, dans le sud-est de la Géorgie. Ils ont mis au jour un village préhistorique de mineurs il y a quelques années. Ils ont également trouvé une mine d'or à proximité du village. La découverte a fait sensation. Le mont Katchagiani, ici à Sakdrissi, est une très vieille mine d'or qu'on a mise au jour et étudiée de 2004 à 2013. C'était la plus vieille mine d'or connue au monde. Elle descendait jusqu'à 27 mètres de profondeur. Malheureusement, une société minière privée a mis la main sur cette mine à partir de 2014. C'est assez triste. D'autant que dès 2006, nous avions réussi à faire classer le mont Katchagiani. C'était un site national protégé. Mais le droit a été bafoué. Les intérêts économiques ont primé sur la valeur archéologique et les autorités géorgiennes ont autorisé l'exploitation minière du site. La compagnie minière a détruit des vestiges vieux de 5000 ans. Les archéologues avaient exploré des puits et des galeries creusées avant même l'âge du bronze, vers 3300 avant notre ère. Jusqu'alors, on ignorait tout de l'activité minière de la civilisation Kuro-Arax qui occupait le site. Les archéologues ont pénétré dans la plus vieille mine d'or du monde. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était de me trouver dans une mine qui était quasiment telle qu'elle était il y a 5000 ans. On ressentait ce que devaient ressentir les mineurs préhistoriques. Il ne s'agissait peut-être pas uniquement d'hommes. On se cognait peut-être la tête au même endroit qu'un homme ou une femme préhistorique il y a 5000 ans. Ce lien direct qu'on pouvait établir m'a beaucoup impressionné. Les archéologues ont dégagé environ 10 000 outils en pierre. Cela donne une idée du volume de l'activité minière préhistorique. Mais comment cette société préhistorique s'y prenait-elle pour extraire l'or avec des outils rudimentaires? Pour répondre à cette question, les archéologues ont eu recours à l'expérimentation. La roche est extrêmement dure. Il ne suffit pas de l'attaquer au marteau pour détacher le minerai aurifère. Il faut l'attendrir. Pour ça, la meilleure technique qu'on connaisse à l'âge du bronze, c'est l'attaque au feu. On chauffe la roche. Ça marche très bien avec le quartz qui se dilate beaucoup à la chaleur. La roche éclate et ça devient assez facile de la détacher avec des marteaux et des haches en bois. Ça donne de très bons résultats. Quel usage les hommes et les femmes préhistoriques font-ils de l'or? Dans les premières phases du développement des sociétés humaines, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, l'or ne servait à strictement rien. Il ne pouvait pas servir à fabriquer des outils ni des armes, que ce soit pour défendre son territoire ou pour chasser l'ours. C'est à partir du moment où on a associé l'or à un statut social qu'on lui a accordé de la valeur. Très tôt, sans la métallurgie, on peut travailler l'or. Donc il a ce statut particulier d'avoir été le premier métal identifié. Et en plus, il a cet aspect jaune, brillant. C'est pas brillant comme certains métaux. C'est une brillance qui aspire la lumière et qui la renvoie. C'est pour ça que l'or fascine tellement
quand on le trouve, c'est qu'il a cet éclat particulier, jaune, très beau. Il renvoie la lumière. Voilà. L'exemple géorgien illustre bien les ravages que peut provoquer la fureur de l'or. De nombreux gisements anciens connaissent le même sort. Ils sont de nouveau exploités. Dans le cas présent, c'est vraiment dommage, parce qu'on a détruit un site culturel majeur pour la Géorgie. La mine préhistorique n'est plus là, ni pour le tourisme, ni pour la science, malgré l'importance du patrimoine culturel dans l'identité nationale. Sakdrisi est la première mine d'or connue dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on produit de l'or de manière organisée et en quantité relativement importante. L'équipe de Thomas Stollner continue d'étudier le village préhistorique situé près de la mine. Elle cherche à savoir comment l'or était extrait du minerai. On sait que le minerai était broyé et surtout moulu ici. La mouture est une étape laborieuse et délicate. Si on moue trop finement, on perd l'or. Une mouture fine, comme la farine par exemple, c'est trop fin. Quand on moue le minerai, on ne sait pas encore combien d'or on a, parce qu'on ne le voit pas. Le métal se mélange à la poussière. Il faut d'abord laver la mouture pour retenir les éléments minéraux lourds. Et c'est seulement après qu'on voit ce qu'on a comme or. L'équipe d'archéologues ne s'intéresse pas uniquement à l'extraction de l'or. Elle a également dégagé des habitats. L'existence de puits de stockage semble indiquer que les mineurs et leurs familles vivaient là au moins une partie de l'année. Ouais. Magnifique. Excellent. Regarde. Si je vois bien, c'est du millet. La culture du millet a débuté à cette époque dans le Caucase. Le millet est une plante qui provient d'Asie centrale. C'est super. Remonte-en autant que tu peux. C'est idéal. On a plusieurs périodes de l'histoire du site dans ces puits de stockage. Ça va nous permettre d'ébaucher l'évolution de l'agriculture sur un intervalle de temps donné. C'est intéressant pour comprendre cette société de producteurs d'or. Il fallait bien qu'ils mangent. Ils ne vivaient pas seulement d'or. La maison des fouilleurs est située dans le village voisin. Les archives occupent une grande pièce au premier étage. C'est là que l'équipe examine quotidiennement les vestiges. C'est un travail interdisciplinaire. Une paléobotaniste étudie les restes organiques découverts dans les puits de stockage. On ajoute de l'eau et on passe le tout au tamis pour trier les restes de végétaux, les éléments les plus lourds de l'échantillon. Une fois qu'on a trié les débris organiques, on les sèche, puis on fait un examen morphologique au microscope. On regarde la taille des graines, leur surface, leur structure. Ça permet de déterminer l'espèce ou le genre. Avec un peu de chance, ces vestiges nous renseigneront sur l'alimentation des mineurs préhistoriques du Caucase. Le problème des restes végétaux, c'est que rien ne ressemble davantage à une céréale qu'une autre céréale. Les céramiques peuvent avoir un décor caractéristique. Les outils peuvent être spécifiques. Mais les céréales sont toutes les mêmes. Chaque vestige permet d'en savoir un peu plus sur la société des mineurs préhistoriques du Caucase. Les traces d'or ne fournissent pas d'indications sur la vie quotidienne de la société. Elles sont néanmoins importantes, surtout s'il s'agit d'or fondu. En examinant le matériel issu des fouilles, l'équipe fait une petite découverte. Il y a peut-être de l'or. C'est possible. Ça te plairait, Anna Maria? Bien sûr, on est là pour ça.
Pourquoi? Tu penses qu'il y a peut-être de l'or? Regarde ce petit éclat. Tu le vois? Là? Ouais, c'est un beau granule. On ne trouve pas souvent de l'or, parce que si l'or est fondu, c'est pour être utilisé. L'artisan récupère tous les granules d'or qui se sont formés au cours de la fonte. Mais là, quelques minuscules granules sont restés dans les scories. Pour nous, c'est super. C'est l'or tel qu'il était produit. On a la mine d'or, on sait à quoi ressemblait l'or à l'état naturel. Avec les scories, on peut aussi connaître la composition géochimique de l'or fondu et savoir avec quels minéraux il était fondu. C'est génial pour nos recherches. L'analyse géochimique de l'or fondu sera effectuée plus tard dans un laboratoire. Mais que faisaient les mineurs préhistoriques de leur or? Pour le savoir, il faudrait que les archéologues retrouvent des objets en or. Les bijoux découverts dans les tombeaux scythes sont délicatement ouvragés. Ils datent du 1er millénaire avant notre ère. Les Scythes sont un peuple de cavaliers nomades qui pratiquent l'élevage. Originaires d'Asie centrale, ils s'étendent vers l'ouest jusqu'à la mer Noire, vers 800 avant notre ère. Excellents artisans, ils sont réputés pour leur orfèvrerie. C'est un peuple nomade avec une tradition guerrière. Donc j'imagine qu'une grande partie de leur or provenait de pillages. Mais les Scythes ont développé leur propre art de l'orfèvrerie. Il y a eu des influences réciproques avec les cultures qu'ils ont côtoyées, que ce soit le monde grec, la civilisation iranienne ou la chinoise. Les tombes scythes d'Arjan en Sibérie ont déjà livré pas moins de 9300 objets en or. Chez les Scythes, on a trouvé de l'or uniquement dans les tombeaux, les kurganes. Ce sont de grands tumulus qui renferment plusieurs tombes, les unes pourvues d'un riche mobilier funéraire, incluant de l'or, et d'autres beaucoup plus modestes. Ça signifie que, malgré le nomadisme, il y avait une hiérarchie sociale. La société était structurée. Les personnages les plus importants étaient enterrés avec de l'or. Le mobilier funéraire nous indique ce que la société jugeait nécessaire de procurer au défunt pour son passage dans l'au-delà. On voit que les élites scythes étaient considérées précisément comme l'élite de la société. C'est pour cette raison qu'on les enterrait avec toutes ces parures en or. Le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg restaure de nombreux vestiges scythes. L'or étant inaltérable, l'orfèvrerie se conserve très bien. Les Scythes possédaient sans doute davantage d'or encore. On a découvert très peu de tombeaux avec un mobilier funéraire intact. C'est le cas du tumulus dit Arjan II, fouillé par l'archéologue allemand Hermann Partzinger. Ce tombeau renfermait une masse d'or prodigieuse, mais beaucoup d'autres ont été pillés. Donc les Scythes devaient avoir encore plus d'or. Si on trouve une telle profusion d'or, c'est sans doute parce que les différents groupes scythes occupaient un territoire très vaste. C'est difficile de qualifier précisément ces groupes. Il y avait de nombreux gisements d'or, que ce soit dans les cours d'eau ou dans les montagnes de l'Altaï, par exemple. Il faut imaginer l'immense espace sibérien dans lequel les Scythes ont pu identifier assez vite des gisements d'or. Les Scythes ont élaboré un art animalier original qui nous fait entrevoir leur univers. Les animaux servaient d'emblèmes ou de symboles religieux. Il y a aussi des objets en or avec des représentations humaines. Ce sont surtout des récipients qui montrent des scènes de la vie quotidienne, des guerriers, des hommes buvant ensemble ou participant à un banquet. C'est pour cela que ces objets sont importants pour nous. De manière générale, il y a très peu d'objets en or qui sont parvenus jusqu'aux archéologues. Pour percer les secrets des rares échantillons d'or dont on dispose,
les archéologues doivent faire tout un travail d'enquête. De retour en Allemagne, Thomas Stollner et son équipe examinent le granule d'or provenant de Sackdrissy. Ils disposent d'équipements de haute technologie. Le plus intéressant, c'est quand on examine les produits de la fonte. Parce que ce n'est pas l'or qu'on trouve dans la mine qui va nous donner la signature exacte de l'or fondu. C'est le mélange composite des produits de la fonte. Et où trouve-t-on ce mélange? Dans le creuset, bien sûr. Ensuite, on enquête. Où est passé cet or? Où l'a-t-on emporté? Qui l'a utilisé? C'est la grande question qu'on étudie depuis longtemps dans notre programme de recherche. Avant toute chose, il faut vérifier si les traces d'or trouvées dans le creuset proviennent bien d'or fondu. On se demandait si on ne pourrait pas faire une coupe pour examiner les granules au microscope. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je couperai ici, où il y a la marque, puis je préparerai la coupe. On aimerait récupérer l'échantillon à la fin pour le restituer à la Géorgie. Très bien. L'échantillon est coupé de manière à permettre d'examiner la plus grande quantité d'or possible au microscope. Le métal qu'il contient est quasiment invisible à l'œil nu. Le microscope électronique à balayage permet de connaître la composition chimique de l'échantillon. Le grand pic, c'est l'or. Oui, il y a aussi de l'argent et pas mal de cuivre. Le résultat est assez clair pour les chercheurs. Normalement, on ne trouve pas une telle concentration en cuivre dans la nature. Ça a été l'hypothèse selon laquelle il fondait un concentré composé de plusieurs minéraux lourds. Parce que l'échantillon est forcément issu d'une opération de métallurgie, n'est-ce pas? De manière générale, on dit que l'or produit par l'homme contient plus de cuivre que l'or à l'état naturel, parce qu'il est enrichi en minéraux lourds. Bien sûr. C'est assez clair ici. Je suis d'accord. Reste la question de savoir ce que l'or fondu est devenu. Pour y répondre, il faudrait des objets en or ayant la même signature. Mais les archéologues n'ont pas toujours la chance de trouver un trésor comme celui découvert sur le site antique de Troyes. En 1873, l'archéologue allemand Heinrich Schliemann découvre des bijoux à Hisarlik, dans l'actuelle Turquie. Il est persuadé qu'il s'agit du trésor du roi Priam décrit dans l'Iliade, car pour lui, les poèmes homériques décrivent une réalité historique. Ce n'est pas un chercheur de trésors, comme on le dira plus tard. Au début, Schliemann cherche surtout à prouver qu'Homère dit vrai. Il veut voir Troie, le palais de Priam, les portes de la cité. Il est convaincu que le récit d'Homère est véridique et que si ces lieux ont vraiment existé, on doit pouvoir en trouver des traces. Il ne s'intéresse pas du tout à l'or. L'or apparaît assez tard. Ça fait déjà 3 ans que Schliemann mène de grandes campagnes de fouilles à Troie quand il tombe sur ce trésor juste avant la fin de la campagne en 1873. Il a déjà passé 3 années à étudier les autres vestiges quand il fait cette découverte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il obtient la reconnaissance publique de son travail à partir de ce moment-là. Les bijoux présentés au musée de Berlin sont des copies. Les originaux se trouvent au musée Pouchkine de Moscou. Schliemann voit dans l'or un moyen de faire comprendre l'importance de ces fouilles. Pour lui, il y a forcément de l'or dans un lieu historique aussi important où les héros de l'Iliade ont combattu. Il pense que l'or qu'il a trouvé ne peut venir que de là. Et d'ailleurs, pour lui, c'est quasiment une preuve. L'or prouve que Schliemann est au bon endroit, même s'il manque de sources écrites pour établir qu'il s'agit bien de Troie. De nombreux niveaux archéologiques se superposent à Hisarlik. Heinrich Schliemann mène ses fouilles à la hâte, obsédé par l'idée de trouver la cité de Troie, et ses méthodes conduiront à la destruction d'autres niveaux. Plus tard, il cédera ce qu'il appelle le trésor de Priam à l'Allemagne.
Ce n'est pas un simple chercheur de trésors. Il s'intéresse aux résultats scientifiques de ses recherches. Il entreprend des fouilles et au fil des ans, il devient un archéologue très méthodique. Il emploie les techniques de documentation les plus avancées de l'époque. Il engage les meilleurs spécialistes et il fait avancer qualitativement l'archéologie de la préhistoire et de la protohistoire. On ne le souligne pas assez, je crois. Heinrich Schliemann sera aussi le découvreur de Mycène, où il mettra au jour les vestiges d'une civilisation très ancienne. Il finance ses campagnes de fouilles sur ses deniers personnels. C'est un homme d'affaires cosmopolite, parti de rien. Il a vécu dans différents pays et parle plusieurs langues. À Troyes, il découvre des trésors spectaculaires qui font sa notoriété. Le trésor de Priam est nourri par les mythes et par l'engouement des sociétés de la seconde moitié du XIXe siècle pour Homère, chez lequel on se plaît à voir les origines et les prémices de la civilisation occidentale. Et soudain, le trésor découvert par Schliemann rend ce récit tangible. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il devient l'une des découvertes les plus populaires de l'archéologie allemande, aussi parce que les Russes le prennent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il disparaît alors complètement et réapparaît des années plus tard en Russie. Aujourd'hui encore, les découvertes de Heinrich Schliemann excitent les convoitises. La Russie entend garder le trésor de Priam au titre des réparations de guerre. La Turquie, elle, réclame sa restitution. On en veut toujours plus. L'or reste un métal rare. On ne peut pas en produire partout en grande quantité. C'est toujours limité. Et c'était encore plus vrai dans l'Antiquité. L'humanité rêve de produire ce métal précieux en abondance. On l'a souvent vu dans l'histoire. Dès l'Antiquité, des alchimistes se livrent à des expériences mystérieuses pour transformer le plomb en or ou élaborer des élixirs de longue vie. L'or fascinait, évidemment. Il a hanté tous les lieux et toutes les époques, parce qu'il a toujours été très précieux. On croyait à la théorie des éléments, selon laquelle toute chose est composée d'un mélange de 4 éléments fondamentaux, à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air. On les associait à certaines qualités, le froid, le chaud, l'humide, le sec, etc. On imaginait qu'à partir de ces différentes qualités, on pouvait produire des substances, les décomposer, puis les recomposer autrement. Les alchimistes tentent de fabriquer la pierre philosophale, la substance magique capable de transmuter tous les métaux en or. Chez nous, on considère que les alchimistes sont des charlatans qui racontent des histoires. Mais en fait, ce sont plutôt les premiers chercheurs. Ils essaient de comprendre de quoi le monde est fait. Ils partent du principe, et ce n'est pas si saugrenu, qu'il doit exister une substance permettant de transformer une matière de peu de valeur, comme le plomb, en une autre matière qui a davantage de valeur, idéalement l'or. On pense qu'il existe une substance magique capable de transmuter tous les métaux vils en or. Et c'est la pierre philosophale. Cette pierre possède des qualités qu'on doit pouvoir transmettre aux métaux vils pour les convertir en métal précieux. Donc on s'est beaucoup intéressé aux métaux et à toutes sortes de substances. On a beaucoup expérimenté. On a essayé de comprendre la nature de la matière et de l'étudier de manière systématique pour en tirer des connaissances. Il n'est pas surprenant qu'un physicien aussi célèbre qu'Isaac Newton se soit lui aussi intéressé à la production de l'or. Le grand physicien et mathématicien Isaac Newton a gardé ses expériences sur l'or secrètes. Il craignait qu'on ne l'accuse de tromperie et de fabrication de fausses monnaies et qu'on le jette en prison. Certains princes n'hésitaient pas à menacer leurs alchimistes des pires châtiments s'ils échouaient.
Ça a favorisé le charlatanisme, parce que certains alchimistes se sentaient vraiment obligés de produire de l'or, entre guillemets, par tous les moyens, y compris la tromperie. Les restaurateurs du Centre d'archéologie de Mayence examinent un traité médiéval. Il explique comment colorer un métal vil pour lui donner l'apparence de l'or et produire ainsi de la fausse monnaie. Le texte est rédigé en grec et l'auteur est avare de détails. Quelle nuance d'or avez-vous choisi aujourd'hui? Rougeâtre, pour faire écho à la problématique du trésor de Toutankhamon, où on a des nuances d'or très différentes. Nous avons ici un texte intéressant, qu'on peut peut-être interpréter comme une recette pour améliorer la couleur d'un alliage à base d'or. Pour lui donner l'apparence de l'or pur. Une expérience pourrait permettre d'y voir plus clair. Ça parle surtout d'opérations qui impliquent le feu, les réactions chimiques et les transmutations. Ce type de texte contient des descriptions assez générales. Il est destiné à des connaisseurs. Il n'est pas destiné à des lecteurs profanes qui voudraient se lancer dans la fabrication d'or, entre guillemets. C'est pour un public averti. On procède par expérimentation pour trouver la bonne façon de faire. On chauffe des pigments d'ocre. Ils s'éclaircissent en refroidissant. Puis on les mélange à de l'eau et de l'acide nitrique pour obtenir une peinture ayant la couleur du métal. La recette ne dit pas si on doit laisser reposer le mélange ou pas. En fin de compte, c'est la chaleur qui produit l'effet recherché. Exactement. Je pars du principe que c'est l'action du feu qui produit l'effet. Ça assèche les pigments. On va voir si ça fonctionne. Mais ça m'a l'air un peu épais. Trop épais? Oui. Si l'expérience fonctionne, on obtiendra un métal ayant l'apparence de l'or pur. Très souvent, ces textes indiquent des moyens de donner à un métal bon marché l'apparence d'un métal précieux. Ce sont des recettes pour fabriquer des produits qu'on écoule auprès des bonnes gens, pas des objets à présenter à un empereur byzantin. Sinon, ça risquerait de mal finir. Le texte fait partie d'une collection de traités d'orfèvrerie. Malgré ces imprécisions, le résultat est probant. C'est vraiment conçu pour donner à un alliage d'or et d'argent assez clair la couleur plus chaude de l'or fin. Et ça marche. Nous sommes à peu près sûrs que l'idée est de donner une teinte plus foncée à un alliage d'or, parce que c'est ce qu'on a obtenu. Il ne s'agit pas d'appliquer une dorure sur de l'argent, par exemple. Le titre du manuscrit contient déjà cette idée, notamment dans la traduction du XIXe siècle. Mais il restait une ambiguïté, et l'expérience nous a permis d'y voir plus clair. L'idée de transformer une matière en or pur n'est pas si farfelue, surtout lorsque cette matière contient déjà de l'or. Exemple avec ces sables aurifères qu'on traite avec de l'eau régale, un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, pour récupérer l'or qu'ils contiennent. L'or se recycle aussi très bien. Une part croissante du métal jaune utilisé dans le monde provient du recyclage. Quand un objet en pierre se casse, il faut en fabriquer un nouveau. Quand un objet en métal se casse, on peut le fondre pour récupérer le métal et le retravailler. On a sûrement toujours procédé ainsi avec l'or dès le début. C'est un métal qu'on peut recycler à l'infini. L'or est sans doute l'un des premiers matériaux recyclables de l'histoire. Il ne perd pas de substance et garde toutes ses qualités. Il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'il soit prêt à être fondu. Si c'est creux, il faut faire un trou pour éviter que ça explose dans le creuset au moment de la fonte.
Les sources d'approvisionnement en or ancien sont nombreuses. Mais la principale, ce sont les vieux bijoux, des bagues et des chaînes pour l'essentiel. Cette chaîne n'est pas très ancienne, mais l'or utilisé pour le fabriquer peut très bien dater des Romains ou des Vikings. On ne sait pas d'où il vient vraiment, mais il a dû être fondu un certain nombre de fois déjà. L'or fond à 1064 degrés. Les bijoux sont fondus sans tri préalable, avec une adjonction de sel pour liquéfier le mélange d'alliage. Le fondeur verse ensuite l'or en fusion dans une lingotière. Une fois le lingot refroidi, le fondeur le frappe pour en faire tomber les scories. En 2021, près d'un quart de l'or vendu dans le monde provenait du recyclage. On a toujours recyclé l'or. Le moyen le plus simple de se procurer de l'or, c'est de fondre de vieux objets en or. C'est pour cela qu'on a retrouvé très peu d'orfèvrerie antique, mis à part des objets qui avaient disparu et ont été retrouvés lors de fouilles. Eux sont restés intacts. Mais sinon, la plupart des objets en or sont issus de recyclages successifs, y compris l'alliance que vous portez au doigt. Il existe des lingots de différentes tailles. Ceux détenus en réserve par les banques centrales sont en or fin et pèsent environ 12,5 kg. Pour connaître le degré de pureté et la composition exacte d'un lingot d'or recyclé, on recourt à la spectrométrie de fluorescence X. On regarde surtout la teneur en or, en argent, éventuellement les traces de platine et de palladium, et les métaux utilisés dans les alliages, comme le cuivre, le zinc, le nickel, etc. C'est bien quand ça dépasse les 20% d'or. En deçà, c'est difficile à travailler. Là, on a environ 56,68% d'or. C'est très bien. L'or est séparé des autres métaux par électrolyse. Les plaques ainsi obtenues titrent 24 carats. C'est de l'or pur à 99,99%, même s'il n'en a pas encore l'apparence. Il faut passer par un processus industriel de granulation pour que le métal jaune retrouve son éclat. Cette grenaille d'or est facile à fractionner, à travailler et à vendre. Elle vaut son poids en or, ni plus ni moins, comme l'or des Incas aux yeux des conquistadors. En 1532, Francisco Pizarro part pour l'Empire Inca, dans l'actuel Pérou, dans un seul but, conquérir ce pays fabuleux regorgeant d'or. Les conquistadors méprisent le magnifique travail d'orfèvrerie des Incas. Seul l'or brut les intéresse. L'appétit des Européens pour l'or a conduit à la destruction des civilisations d'Amérique centrale et du Sud. Les maladies qu'ils ont importées ont décimé les populations. L'ironie du sort a voulu qu'une grande partie de l'or rapporté en Europe pour y être fondu se soit révélée beaucoup moins pure qu'on ne le pensait. Mais les populations amérindiennes ne considéraient pas l'or comme une matière précieuse en soi. Il n'avait pas de valeur monétaire. Elles appréciaient surtout sa couleur, qu'elles associaient au soleil. On voit très tôt que l'or a une signification religieuse chez les Incas. Il est utilisé dans les rituels. Les prêtres portent une coiffe avec des insignes en or. On trouve aussi de l'or dans les tombeaux et les objets rituels. Dans les premiers cultes du soleil, les prêtres utilisaient souvent de l'or. Les Amérindiens appelaient l'or la sueur du soleil et l'argent les larmes de la lune.
Les Espagnols s'emparent très vite de l'or du Nouveau Monde. L'or de l'Amérique du Sud a rendu l'Espagne très riche, au point qu'elle est devenue la nation la plus nantie. Les premiers conquistadors étaient ébahis par la quantité d'or qu'ils ont découvert en Amérique. Et la fièvre de l'or s'est emparée d'eux. Ils espéraient faire fortune en mettant la main sur des trésors cachés. Mais tous les navires chargés d'or n'atteignent pas l'Espagne. En 1622, le galion Nuestra Señora de Atocha entame son voyage de retour avec une cargaison de grande valeur. Mais le 6 septembre, il est pris dans une tempête au large de la Floride et fait naufrage. 260 passagers et membres d'équipage périssent et 40 tonnes de métaux précieux disparaissent au fond de la mer. Il y a sûrement encore des centaines de galions espagnols au fond de l'Atlantique ou dans la mer des Antilles. La plupart ne doivent plus être accessibles et ils n'étaient pas tous chargés d'or ou d'argent. Mais il y a des entreprises de plongée qui se sont spécialisées dans la recherche de ces épaves. Il y a encore 2 ans, j'ai vu un reportage qui montrait une épave dans laquelle on avait récupéré des pièces d'or d'une valeur totale de 200 000 à 300 000 $. Ces épaves font rêver les chercheurs d'or. L'Américain Mel Fisher avait une entreprise spécialisée dans la recherche d'épaves espagnoles de l'époque des conquistadors. C'est lui qui a découvert l'Atocha en 1985, après des décennies de recherche, à une 50aine de kilomètres de l'île de Key West, en Floride. Il en a remonté 900 lingots d'argent et 120 kilos d'or. Certains ont parlé de la découverte du siècle. Il y a des gens qui se sentent obligés de chercher des trésors. Mais cela ne relève pas de l'archéologie, ni d'aucune activité sérieuse. C'est même criminel. Il faut distinguer, les archéologues ne sont pas des gens qui cherchent des trésors. Il y a des gens qui cherchent des trésors, enfin, qui font de grosses études sur les archives historiques, qui vont chercher un galion qui a coulé ou dans la tempête ou dans des batailles et qui est ramené de l'or d'Amérique et qui a des caisses d'or, enfin le gros mythe des pirates et tout ça. Ce ne sont pas des archéologues pour nous. L'archéologue, c'est pas quelqu'un qui cherche des trésors, c'est quelqu'un qui cherche des pans d'histoire, compléter des pans d'histoire. S'il y a du trésor là-dedans, ben, la belle affaire, tant mieux. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. On a besoin de connaître le contexte des fouilles pour juger de leur valeur scientifique. Le critère pour nous, ce n'est pas la valeur du trésor, mais celle du contexte. Et il est primordial que les sites qui sont encore intacts ne soient pas détruits par des pilleurs. L'or rend les gens fous, et ça détruit notre patrimoine culturel. Une partie du trésor de l'Atocha a tout de même fini dans un musée. La Goldkammer de Francfort présente au public des lingots d'or et d'argent provenant du galion espagnol. Robert Eberlein est le conservateur de cette exposition. Les lingots d'or qui ont été découverts dans l'épave de l'Atocha sont particulièrement impressionnants. Le plus gros pèse plus de 2,5 kg. Et les lingots d'argent pèsent plus de 30 kg. Les Espagnols les numérotaient et en notaient le titre, c'est-à-dire la proportion de métal précieux qu'ils contenaient. Ils indiquaient même l'expéditeur et le destinataire des lingots. L'or destiné au roi d'Espagne est gravé du sceau royal. Les passagers portent des chaînes en or qu'ils ont souvent fait fabriquer spécialement pour la traversée. Cette chaîne servait de monnaie. C'était un dispositif d'optimisation fiscale, pourrait-on dire. Les passagers devaient payer la traversée et s'acquitter d'un droit pour les marchandises transportées, à l'exception de celles qu'ils portaient sur eux. Les passagers payaient 20% d'impôts sur les lingots d'or qu'ils rapportaient en Espagne. L'or des conquistadors continue de fasciner l'Europe. Il vaut bien plus que son poids en or.
Il y a une chose que je trouve déprimante dans mon métier. Quand on tient dans ses mains un magnifique collier vieux de 2000 ans, qu'on vient juste de mettre au jour, qu'on le montre à un néophyte, et qu'il s'exclame « Super ! Combien ça vaut ?» Le métal jaune brille d'un éclat sans pareil. Mais la fièvre de l'or est destructrice. On produit actuellement plus de 3000 tonnes d'or dans le monde chaque année. Ça reste encore aujourd'hui le matériau le plus recherché. J'ai discuté souvent avec des dirigeants de sociétés minières pour or et ils m'ont dit autant d'or qu'on peut produire, on vendra. Il y aura toujours des acheteurs pour l'or. Tant que les gens voudront et pourront accumuler des richesses dans l'espoir d'obtenir une certaine reconnaissance sociale, l'or restera un métal convoité. Même si les chercheurs d'or font rarement fortune. L'or est ancré très profondément dans de nombreuses cultures. Il n'est pas prêt d'être détrôné. Je pense qu'on se ruera encore sur l'or dans un siècle ou deux. Ce n'est pas sans raison qu'on dit de l'or qu'il est éternel.